Salut Thomas. Salut camarade. Merci, bienvenue à bord. Et du coup, ça fait combien de temps depuis que tu vas pas monter à bord? Écoute, je crois que ma dernière navigation à bord, c'était à Monaco avec une Irlandaise. C'était juste l'année d'après le Vendée Globe. Ouais. On avait 1 an et demi après, puisque il a pris un peu de temps ce Vendée Globe. Ouais. Pour rentrer. J'essaye de me souvenir comment le bateau était, parce qu'il a quand même pas mal changé. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. C'était pas mal. Alors moi, tu vois, quand je l'avais récupéré le bateau, il n'y avait rien de tout ça. Ouais. Ici, il y avait 2 grosses barres à roues avec un espèce de petit tabouret pour barrer avec le nez au vent, quoi. Ouais. Et on avait juste, je me souviens, pour être à l'abri, on était juste comme ça, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que ça, les IMOCA ont bien changé, quoi. C'est toi et ton équipe qui a mis la bâche pour commencer à fermer. On a retiré les barres à roues pour justement pouvoir fermer un peu plus le cockpit pour le Vendée, ouais. Et on a essayé de faire un bateau un peu plus moderne avec le squelette de l'ancien. Ouais. Donc on va fermer le bâche ici aussi pour que ça rende un peu plus étanche. C'est bien, il y avait une bonne base déjà quand même. Bah oui. C'est la carène, elle est incroyable. Et donc on a fabriqué un nouvel tunnel. Ouais, ça a changé aussi parce que je me souviens qu'il y avait plusieurs déviations. Là, du coup, t'es beaucoup plus direct, quoi. C'est ça. Un des petits défauts du bateau, c'est qu'il était très dur à la manœuvre. Oui. Je me souviens. On a essayé de refluidifier les choses un peu. Donc on a baissé l'angle avec le tunnel. D'accord. Et maintenant, c'est assez droit, sans friction maintenant. Ça va te permettre de mouliner encore plus vite. Ouais. Ça, on a tout viré l'année dernière. Et le double siège est maintenant collé chez Alan, chez Hublot. Ah ouais. Il a récupéré ça. C'est lui qui l'a récupéré. Ouais, c'est ça. Les pièces, ils continuent à vivre sur les autres bateaux. Donc, on a fait pas mal de recyclage. Le but, comme tu sais bien, c'était de virer tous les ballasts centrales. Ouais. On a passé de 12 volumes de ballast à 4. Donc, ça a vachement simplifié les choses. Ouais, c'est bien. Moi, ma première course en IMOCA, c'était sur ce bateau-là. C'était la Transat Jacques Vabre 2015 avec Adrien Hardy. Ouais. Et je me souviens, c'était l'entrée dans la classe IMOCA de tous des premiers foilers, avec Bank Pop, Safran, tout ça. Et en fait, ils ont tous cassé et nous, on finit 4e de la Jacques Vabre. Ouais. On avait fait un super truc avec Adrien. Depuis, les foilers sont un petit peu évolués. Ouais. 3 t'es aux avant-postes avec ton deuxième bateau neuf. Est-ce que tu as gardé un petit peu forcément les expériences? C'est une carène qui était bien en avance à l'époque et sur lequel on s'est un petit peu inspiré pour notre dernier bateau justement. Tu sais, on a commencé à faire des bateaux très tendus avec beaucoup de volume de vent, mais des bateaux du coup qui passent pas beaucoup la mer. Ouais. Et moi j'avais des souvenirs assez incroyables de ce bateau-là qui au contraire au portant est assez magique. Ouais. Et c'est vrai que dans le dessin de notre nouvelle carène, alors c'est pas du tout le même dessin, mais on s'est quand même un petit peu inspiré. En tout cas, on a beaucoup parlé des sensations que moi j'avais eues sur ce bateau-là avec Antoine pour concevoir le nouveau bateau. Et du coup, est-ce que tu peux parler un peu de justement la grosse fissure dans le pont qui a fait la fin pour tout le monde? Ouais. Et sans doute tu avais peur pour ta vie aussi? Ouais, ça a été affreux surtout après coup. Quand j'ai repensé un peu à tout ce qui s'était, tout le déroulement de cet épisode-là. Je me souviens de la situation météo, c'était une DEP assez costaud. Et du coup, j'ai eu une trajectoire assez nord pour essayer d'éviter le plus fort de cette tempête-là. Et j'étais 3 riz J3. Il devait y avoir 45 nœuds avec 6-7 mètres de houle. Donc c'était quand même assez musclé, des bonnes conditions de sud. Et je dormais, je me souviens, je dormais à tribord dans mon pouf. Et en fait, là, j'ai eu comme c'est comme un peu un accident de voiture. Hein. J'ai eu l'impression vraiment de m'arrêter sur quelque chose. Il se trouve qu'après coup, je pense que c'était une vague. Que le bateau a fait un énorme enfournement sur une vague un peu plus abrupte et plus grosse que les autres. Là, les données qu'on a récupérées après cet événement-là, en gros, montrent que je suis passé de 30 nœuds à 5 nœuds. Ah oui, brutal. Ouais, très brutal. Tout de suite, je suis projeté moi sur la cloison, donc la cloison de mât. Ouais. J'ai tout le matériel à l'intérieur qui vole, tous les sacs qui étaient rentrés au palan à l'arrière qui sortent du tunnel. C'est vraiment Beyrouth. Et tout de suite, je sais que c'est grave en fait. Il se passe un truc, j'entends le carbone qui casse. Mais je sais pas d'où ça vient encore, quoi. Et donc en fait, je suis à cet endroit-là, et donc mon premier réflexe c'est de regarder la quille, parce que j'ai l'impression que j'ai tapé. La quille est toujours là.
Je sors dehors, je sors la tête, je vois que le mât est toujours en place. Ouais. Ok, et donc là je re-rentre, et là je vais à l'avant, et là je passe la tête par les trappes qui sont ici. Et en fait c'était les chutes du Niagara, quoi. Et là du coup je jette un œil un peu partout, donc je vois le pont qui est fissuré, toutes les cloisons qui sont cassées, une fissure sur le bordé bâbord. Et est-ce que le bateau pompait avec les vagues comme ça ou ouais, en fait, là à ce moment-là je voyais pas trop en fait. Je voyais que c'était pété, et en fait tout de suite, quand je vois ça, tout de suite je sais que c'est grave. Après j'ai mis 3 jours à ramener le bateau jusqu'au Bluff, en Nouvelle-Zélande, dans le petit port de Bluff, que tu connais peut-être. Ouais, aussi. Mais c'est vraiment un petit port du bout du monde, quoi. Il n'y a pas grand-chose, c'est pas adapté pour recevoir des bateaux comme ça. Et donc je me souviens, c'est Stuart McClellan, qui est néo-zélandais comme toi, qui est venu me chercher à une quinzaine de milles de Bluff. Je me souviens de ces 3 jours pour ramener le bateau, notamment les dernières heures où le bateau en fait était plein d'eau à l'avant, parce que la fissure, il y avait une fissure à bâbord, mais il y avait une autre fissure que je voyais pas, qui était à l'avant, dans les compartiments avant, dans lequel je n'osais pas aller, parce que je voyais le bateau, j'avais vraiment peur qu'il se casse en deux, et ce qui s'est d'ailleurs passé avec Kevin Escoffier sur le dernier Vendée. J'ai le bateau, il y avait 60 nœuds à la fin, avec le bateau qui faisait comme ça, pour me mettre à l'abri de la Nouvelle-Zélande. Et puis dès que je suis arrivé sous le vent des montagnes, le vent est tombé, je suis passé de 40 nœuds à 0, avec une mer plate, avec le bateau plein d'eau, tout pété. Et là je me souviens Stuart qui monte à bord, et là, il voit le bateau, il rentre en panique. Je dis mais t'inquiète, ça n'est pas encore cassé. On va arriver jusque Bluff. Là, je viens de sortir de conditions pire que ça. Bien sévères, donc t'inquiète, ça va tenir jusqu'au bout. J'arrive dans ce petit port de Bluff, on a amarré le bateau, et puis voilà. Puis après, le bateau est resté 1 an en Nouvelle-Zélande pour le reconstruire, avant qu'il revienne avec Enda. C'est sympa là de revenir à bord. Et qu'il soit entre de bonnes mains. On essaye. C'est cool. On continue à naviguer, quoi. Ouais. D'accord, on se voit sur l'eau. Voilà.